C'est la deuxième partie du débat de France 24 ce soir. Bienvenue si vous nous rejoignez. On parlait à l'instant, Frédéric Joly, de cette intervention russe de septembre, il y a plus d'un an maintenant, septembre 2015, et de la ville d'Alep tout particulièrement, qui a souffert beaucoup plus que les autres encore ces derniers mois. On apprend ce soir, dans le cadre de cette trêve en Syrie, que le ministre russe des Affaires étrangères annonce que de l'aide humanitaire pourra entrer avec effet immédiat dans Alep par cette route du nord. Est-ce que ça sera assez? Est-ce que cette ville peut être reconstruite maintenant? Est-ce qu'elle peut être aidée déjà dans un premier temps? Bon, le CICR, avec le Croissant Rouge arabe syrien, travaille des deux côtés de la ville. Que nos méthodes de travail sur la neutralité, l'impartialité de l'aide est extrêmement importante et que l'on doit être perçu, nous, comme transparents par rapport à tous ceux qui sont les acteurs de la violence. Néanmoins, il y a des zones qui demeurent inaccessibles, extrêmement difficiles. Vous avez beaucoup de gens qui ont été déplacés, donc beaucoup de gens qui ont besoin de tout, ou qui n'ont plus rien, et que donc la réponse humanitaire doit quand même être véritablement massive, mais aussi adaptée finalement aux besoins rencontrés, donc la nécessaire évaluation à faire pour mieux apporter une réponse humanitaire. La priorité sur les hôpitaux, il y a énormément de blessés, il y a aussi des malades chroniques, il y a donc des pénuries de médicaments extrêmement importantes, des services publics de la ville qui sont totalement effondrés, donc l'approvisionnement en eau, approvisionnement en nourriture, bref, tous les services de base sont à assurer. Alors évidemment que tout ce qui peut être introduit de façon la plus impartiale possible et la mieux distribuée possible est effectivement nécessaire, mais ce qu'il faut, c'est pouvoir garantir aussi la sécurité de tous les opérateurs humanitaires, pour le CICR, pour le Croissant Rouge arabe syrien, pour d'autres opérateurs. Le problème numéro 1 aujourd'hui, dans ce genre de contexte, c'est notre propre sécurité, c'est les notifications, c'est avec qui on parle, qui comprend ce que l'on veut, pourquoi on est là, ce que nous sommes en train de faire, et pérenniser finalement cette confiance, ce dialogue confidentiel qu'on essaye d'entretenir. Et donc pour vous, cette trêve sera essentielle pour pouvoir commencer à venir en aide à ces populations? Je crois que si on se met à la place de la population, tout ce qui peut arriver de positif pour pouvoir boire, manger, avoir des médicaments, être mieux soigné, est évidemment extrêmement important. Maintenant, la pérennisation, maintenant la non-instrumentalisation politique de l'aide, de quelque agenda elle puisse venir, est aussi nécessaire, et que dans cet intervalle, eh bien, le travail du CICR ou à travers le Croissant Rouge arabe syrien, c'est justement d'assurer le plus régulièrement possible des services. Mais oui, il faut espérer en tout cas que la trêve apporte quelque chose de positif. Gérard Chaliens, on parlait encore la semaine dernière de soupçons d'armes chimiques qui avaient été utilisées contre les populations civiles d'Alep, ces quartiers qui sont entre les mains des opposants. Ce qui semble très improbable ce soir, c'est que quand bien même une trêve tiendrait, que cette population puisse accepter le retour du Bachar al-Assad au pouvoir, ou puisse accepter le maintien de Bachar al-Assad au pouvoir et la reprise de ces quartiers aujourd'hui aux mains des rebelles, entre les mains par le régime syrien. Après ce qui s'est passé, après tout ce qu'elles ont vécu ces derniers mois. Sans doute. Ceci dit, le régime de Bachar, il tient un certain nombre de villes. Est-ce qu'il les tient de force ou est-ce qu'il les tient autrement? Mais en tout cas, oui, il contrôle un certain nombre de villes comme Hama, comme Homs, comme Damas, etc. Bon, c'est un régime qui ne va pas s'effondrer demain. Ceci dit, c'est un régime qui n'est pas populaire. Il représente finalement un confessionnalisme très particulier, celui des Alaouites, qui représente peut-être 12 à 15% de la population. La majorité de la population est sunnite. Ceci dit, tout ceci est devenu terriblement instrumentalisé. C'est plus une affaire strictement syrienne, disons-le franchement. Là-dedans, il y a les Saoudiens et les Iraniens qui se livrent à un match extrêmement important, à savoir lequel des deux va l'emporter. Les Russes et les Américains sont partie prenante, parfois ils jouent le même cheval, parfois ils ont des divergences, c'est-à-dire que nous sommes dans un imbroglio extrêmement important, et puis on a des islamistes qui, eux, ont un programme. Bon, ils le veulent, le changement de régime, ils veulent en définitive consolider à leur façon ce que le Daesh a essayé d'entreprendre. On est dans une situation extrêmement difficile où on est certain d'une chose:
la paix n'est pas pour demain. La paix n'est pas pour demain, Azni Abidi. Et quoi qu'il arrive, entre-temps, cette trêve qu'on observera ou qu'on n'observera pas sur le terrain dans les jours à venir, et finalement a été négociée par la Russie et les États-Unis, c'est un conflit qui est entre les mains de grandes puissances étrangères. On ne parle plus vraiment d'acteurs sur le terrain qui détiennent un quelconque pouvoir ou capacité d'apporter une solution à ce conflit. Absolument. Aujourd'hui, nous avons les Russes et les Américains qui détiennent vraiment les clés de ce conflit. Mais attention, il ne faut pas non plus sous-estimer l'autonomie ou cette marge que détient beaucoup de groupes, notamment l'État islamique, ça a été dit, mais aussi les autres groupes, qu'ils soient modérés ou radicaux. Et là aussi, il y a un problème aussi j'allais dire presque de méthode. Il y a une telle connexion entre ce qui est une opposition acceptable et les autres oppositions. Il est très difficile de faire respecter la trêve, parce que dans les points qu'on a vus dans le plan élaboré à Genève, on parle vraiment de l'opposition comme si c'était une photographie tout à fait détaillée entre ceux qui sont acceptés et ceux qui ne sont pas acceptés. Or, sur le terrain, on sait qu'il y a des alliances internes entre différents groupes. Il est très difficile, bien entendu, de faire le tri entre les groupes radicaux et les groupes qui sont acceptés. Le deuxième élément, c'est le comité à partir le 12 septembre, il y a un comité de suivi. Ce comité est composé par les Américains et par les Russes, des officiers de renseignement. Beaucoup se sont vus d'ailleurs à Genève comme à Amman. Il y a un centre régional en Jordanie. Il est chargé de donner les informations aux Américains et aux Russes quant à l'application de cet accord. Tout ça pour vous dire qu'en effet, les acteurs régionaux, hormis la Turquie, et ça c'est un élément important, la Turquie, l'Arabie, l'opposition, dite l'opposition de Riyad, il y a quelques jours, souvenez-vous, la réunion des amis de la Syrie, il y avait une plateforme, une proposition de cette opposition qui ne représente pas, il faut le dire, toute opposition syrienne, qui accepte Bachar al-Assad pour une phase de transition négociée. Elle n'a pas du tout le plan de Daesh ni d'autres groupes radicaux, mais elle veut présenter quelque chose à la population syrienne. C'est-à-dire que on négocie avec Bachar. On négocie pas pour son maintien, mais au moins on négocie pour son départ. Donc il faut donner des garanties. Personne n'a intérêt à voir la Syrie sans armée ou sans l'appareil sécuritaire, même si une grande partie de cet appareil sécuritaire est tout de même soupçonnée d'avoir commis des choses qui ne sont pas acceptables au plan de droits humains. Mais ça, c'est une autre chose. C'est une affaire de justice. Et tout le problème réside ici. Commençons par le volet politique, avec des garanties à tout le monde, aux Alaouites, au régime de Bachar al-Assad. Donc, mais l'État, en tant que lui-même, doit rester. Obama est, j'allais dire, il est obsédé par l'exemple irakien, parce qu'il s'est passé après l'intervention de Bush. Et il ne veut surtout pas aussi faire la même chose en Syrie. C'est pourquoi il a accepté de facto le maintien de Bachar pour une phase de transition. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, seule la Russie a la capacité de faire passer ses plans. Les Américains sont en cours d'idées, sont en cours de vision. La campagne électorale n'aide pas et les autres pays aussi régionaux ont perdu la main dans ce dossier. Firas Kontar, les Russes ont pris la main. Ils sont désormais l'acteur clé dans ce conflit. Mais si on en est arrivé là, c'est bien parce que pendant très longtemps, à une période où peut-être la guerre était plus égale, où le départ de Bachar al-Assad par des moyens militaires était encore imaginable, l'opposition syrienne a été incapable de se réunir autour d'une même idée. Je ne pense pas que ça soit vrai. L'opposition syrienne, ce n'est pas une personne, à la différence du régime. Ce n'est pas un dictateur, c'est des courants. Vous voyez, on est tous d'accord sur une phase de transition. On a tous 90% de l'opposition syrienne ont approuvé les plans de Genève et les différentes résolutions de l'ONU. Le problème, c'est la volonté de l'application de cette résolution. Obama, l'administration américaine, c'est là où elle a fauté, c'est qu'elle n'a jamais mis la pression vraiment pour faire appliquer cette résolution. Les Russes, voyant ce boulevard ouvert face à eux, il n'y avait aucune réaction de la part des Américains, en ont profité et se sont émissés dans le débat. Et aujourd'hui, Poutine, qui n'a même pas le centième de la puissance américaine militaire et économique, joue à jeu égal en Syrie avec Obama à cause de cette faiblesse de l'administration américaine. Peut-être Obama avait à un moment pensé que la Syrie, c'est l'Irak, sauf que les circonstances ne sont pas du tout les mêmes. En Irak, on avait une invasion en 2003.
Personne n'avait demandé d'intervention. En Syrie, on avait une révolution légitime. Et personne aussi n'a encore demandé, ce qui est un point important, une intervention au sol. On a juste demandé un soutien aérien, une zone d'exclusion aérienne pour permettre en fait, de faire pression vraiment sur le régime, parce que sans son aviation, il était contraint à négocier. Il était contraint de venir à la table des négociations sérieusement et de négocier une phase de transition. Ce que les Américains ont toujours refusé de faire. Donc la zone d'exclusion aérienne, qui était une des demandes de la Turquie, n'a jamais vu le jour, malgré la présence de batteries anti-aériennes à la frontière turque de l'OTAN. Et pourtant, on a laissé... Alors, il y a eu beaucoup de marchandage, hein, c'est une partie d'échec, comme vous le dites. Il y a eu le marchandage du nucléaire iranien, où les Iraniens ont clairement fait savoir à l'administration américaine que s'ils voulaient un accord, il ne fallait pas intervenir en Syrie. Aujourd'hui, il est trop tard avec l'arrivée des Russes, où on doit, bien sûr, directement négocier avec les Russes, avec quelqu'un qui n'a aucune parole, ni foi ni loi. Alors, on a beaucoup parlé du passé. Gérard Chalien, je voudrais qu'on regarde un petit peu vers l'avenir et au-delà de cet accord, et on l'entendait à l'instant de la part d'Azni Abidi, les complications qu'on verra sans doute dans les jours à venir, en imaginant que la trêve tienne, de la regarder, de l'observer, de la confirmer, de s'entendre sur le terrain, de trouver un moyen de transition politique. Mais au-delà de ça, on a eu du mal à imaginer que ce pays, la Syrie, qui vit ce qu'il vit depuis 5 ans et demi, puisse un jour se réunir à l'intérieur des frontières actuelles, à l'intérieur des frontières syriennes telles qu'elles étaient il y a 5 ans et demi. On a du mal à imaginer un pays qui puisse fonctionner tel qu'on l'a toujours connu. Bon, moi, je pense que d'abord, il faut qu'ils soient fatigués de se battre. C'est en général comme ça que les guerres se terminent, quand il n'y a pas un vainqueur de façon nette. Deuxièmement, personne n'a intérêt à ce que la Syrie explose. L'idéal, ce serait évidemment une solution fédérale qui permette aux Alaouites de ne pas être massacrés, aux Sunnites d'être au pouvoir, et en même temps que l'on évite la prise de pouvoir par les islamistes qui, pour l'instant, dans l'ensemble des forces syriennes, pèsent si lourd. On parle d'un tiers du pays qui serait entre leurs mains. Oui, pas seulement le Daesh. Le Daesh, on l'a fabriqué en partie parce qu'on l'a véritablement largement vendu à l'échelle du monde. Mais ceux qui étaient les gens de Al-Qaïda, ils sont très bien organisés. Le Harar el-Sham, il est aussi islamiste que les autres. Enfin, tous ceux qui sont aidés par M. Erdogan, qui n'est pas particulièrement un démocrate, ou par l'Arabie saoudite, qui n'est pas non plus un parangon de la démocratie. Alors, on peut évidemment critiquer les Iraniens, c'est certain. Enfin, Obama, par exemple, en tant que président, il a parfaitement bien fait de remettre les Iraniens dans le jeu, parce que pour un Américain, si les sunnites gagnent, c'est pas bon. Si les chiites gagnent, c'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est que l'Amérique continue d'être l'arbitre dans cette situation. M. Obama s'en est pas mal sorti en Ukraine, il a gagné. M. Poutine a perdu. Il s'en est très bien sorti avec les Chinois. Bon, pour lui, l'affaire du Moyen-Orient n'a pas été le principal. C'est l'Asie-Pacifique qui compte, parce qu'il sait très bien que le rival de demain, c'est la Chine. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier que tout ça, c'est un échiquier. L'Amérique, ce n'est pas juste un État qui s'intéresse au Moyen-Orient. Et sur cette question, Firas Kontar, votre avis sur l'idée de cette Syrie fédéraliste vers laquelle on pourrait diriger? Je dirais que le peuple syrien, on a toujours vécu en paix entre nous, chrétiens, druzes, moi je suis druze, la minorité druze, alaouites, sunnites, durant des millénaires. Vous voyez, on a toujours habité cette région sans aucun problème. On est conscient aujourd'hui des problèmes confessionnels, tous, que le régime a créés. C'est-à-dire que croire que ce régime protège les minorités, c'est un leurre. Il a tué sous la torture 40 druzes de ma ville. Il a tué sous la torture un médecin juste parce qu'il soignait des gens qui n'osaient pas aller à l'hôpital, peur d'être envoyés en prison. Il a tué des gens qui livraient du lait aux nourrissons sous la torture, parce qu'ils livraient des laits aux nourrissons dans les zones assiégées. Donc on sait que ce régime y est pour beaucoup. Mais malheureusement aujourd'hui, la haine aussi a pris le pas, il faut le savoir. La période de transition risque d'être longue. Par quoi on devra passer? Par une phase de fédéralisme dans un premier temps. Je ne sais pas si c'est la solution idéale. En tout cas, il faudra avoir déjà une phase où on arrête les hostilités, clairement. La garantie pour la minorité alaouite, je ne pense pas que les musulmans sunnites veuillent s'attaquer vraiment à la minorité alaouite. Je pense que la garantie peut être donnée et qu'il n'y a jamais eu... La question ne s'est jamais posée, en réalité. Comme nous, les Druzes, on ne s'est jamais senti menacés par nos voisins musulmans sunnites. Au contraire, des musulmans sunnites ont libéré des otages druzes qui étaient dans les mains du régime syrien. Donc, vous voyez...
la phase va être longue, le travail de reconstruction va être long. La phase de reconstruction va être longue, Frédéric Joly, pour ces populations qui ont vécu tout ce qu'elles ont vécu les unes à côté des autres sur le terrain, celles qui sont restées coincées dans des villes comme Alep, mais comme d'autres aussi, depuis 5 ans et demi, et qui ont vu des choses inimaginables, qui ont vu leurs voisins faire des choses inimaginables. Est-ce que vous pouvez imaginer une Syrie qui pourrait se reconstruire maintenant ? On n'a pas de boule de cristal. En revanche, on a peut-être les perspectives historiques d'autres conflits qui ont duré très longtemps et dont on voit alors le mot magique de résilience et comment finir par tourner la page. Ça se fait en général après plusieurs générations. Que ce qu'a subi le peuple syrien et les populations civiles syriennes est tout à fait effroyable et qu'on peut légitimement imaginer que la construction de la paix, il la faut, c'est impératif, mais qu'il faudra beaucoup de temps finalement pour faire en sorte que les gens puissent à nouveau vivre juste normalement. Il ne s'agit même pas de faire un pari sur le bonheur, mais juste normalement et dignement avec des soins, de la nourriture, de l'eau et peut-être la paix en ligne de mire. Beaucoup plus tard. Azni Abidi, en attendant, cette trêve se fait finalement en 2 parties. Il y a la trêve initiale, qu'on surveillera bien entendu de près dans les jours à venir. Et puis derrière, cette coopération militaire entre les États-Unis et la Russie pour s'en prendre aux groupes djihadistes dont on parlait à l'instant. Quel est leur poids aujourd'hui de ces groupes djihadistes ? Est-ce que Moscou et Washington, en s'alliant pour les combattre, peuvent y arriver ? D'abord, la première question qui fait partie de deuxième point important de l'accord trouvé à Genève est, à mon avis, le point le plus important. Et c'est là où réside vraiment l'importance de l'acteur russe, parce que les Russes ont obtenu à ce qu'il y ait des opérations militaires conjointes au-delà d'une semaine après la trêve, c'est-à-dire la première trêve, 48 heures, qui est renouvelable, et au-delà d'une semaine, donc des opérations aériennes entre Américains et Russes contre les positions de l'État islamique et de l'ex-Front al-Nusra. Et ça, c'est important. C'est pour la première fois, on va assister à des opérations militaires. Mais on verra après quel est l'impact de ces opérations sur le sol. Mais permettez-moi de vous dire une chose, c'est que finalement, la guerre est l'échec de la politique. Et si on n'arrive pas à réhabiliter la dynamique de la politique, la dynamique de la négociation, on va finalement encourager les acteurs de guerre. Il est très important de voir aujourd'hui que c'est après justement le siège d'Alep, le retrait des forces de Bachar el-Assad, l'arrivée de l'opposition, c'est là où l'opération diplomatique a commencé, avec plusieurs rencontres et la dernière à Genève. Et c'est quand même décevant, alors qu'il fallait absolument continuer le travail diplomatique qui a été fait par Kofi Annan, par Lakhdar Ibrahimi. Et aujourd'hui, ce sont les militaires, ce sont les acteurs, en tout cas les groupes armés, qui dictent le politique. Alors que c'est sans cette dynamique politique, sans cette dynamique de négociation, on arrivera finalement à des trêves, oui, mais des trêves probablement d'une semaine, d'un mois, 2 mois, comme celle qu'on a connue d'ailleurs précédemment, sans véritablement arriver à une solution politique. Gérard Et Frédéric Chalia, Joly l'a bien dit, il a raison, c'est finalement Maintenant, c'est la solution politique qui est, à mon avis, souhaitée. C'est la politique qui va essayer de prendre le dessus. Tout ce qui vient d'être dit est plein de raisons. Votre correspondant a parfaitement raison. Ceci dit, dans ce genre de situation, tant qu'on peut espérer arracher davantage par la guerre, on reprend les combats. Et les islamistes, eux, ne s'estiment pas vaincus. Le Daesh, oui, bien sûr, il est indiscutablement en retraite, c'est pour ça d'ailleurs qu'il frappe ailleurs, entre autres chez nous, mais les autres, qui sont beaucoup plus les mouvements syriens, parce que le Daesh c'est un mouvement étranger en définitive, irakien au démarrage, avec une foule de gens qui se sont joints, et ils sont des milliers et des milliers, et ils viennent d'ailleurs. Bon, ça n'empêche pas qu'il va y avoir, sur le plan syrien, des combats qui vont reprendre un jour ou l'autre. Mais enfin, cette trêve est très bienvenue. Ça va permettre tout de même d'acheminer de l'humanitaire, et il y en a bien besoin. Le dernier mot très rapidement, Firas Kontar. Alors, la trêve a des conditions, qui est un équilibre, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, sur l'existence ou la coexistence sunnite-chiite. Vous parlez de l'islamisme, en gros des djihadistes, surtout des sunnites. Sauf que le problème en Syrie, il est aussi sur la présence du Hezbollah qui mène une politique d'occupation du territoire. Tous les miliciens iraniens aussi. Et cela, pourquoi
Washington et Moscou ne s'allient pas aussi pour les bombarder. Ceux-là qui occupent le territoire syrien, qui tuent des Syriens et des civils et qui bombardent, ces miliciens-là qui sont aussi très confessionnels et qui attisent la haine. C'est eux aussi l'origine du problème et c'est eux qui sont à l'origine aussi de l'apparition des mouvements sunnites radicaux en Syrie. Alors sur ce, on va devoir s'arrêter. Merci beaucoup à mes invités Gérard Chalian et Firas Contar surtout qui nous quittent tout de suite. Merci également à Azni Abidi en direct qui nous a rejoint plutôt par Duplex de Genève. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Tout de suite, on va voir ce qu'en disent les internautes. Karim Yayaoui avec un œil sur les médias. Et c'est l'heure tout de suite d'un œil sur les médias. Karim Yayaoui nous a rejoint. On commence bien sûr avec la Syrie, donc le sujet de notre débat ce soir et ce scepticisme qui règne autour du respect du cessez-le-feu ce soir. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Il suffit de jeter un petit coup d'œil aux médias, notamment européens, qui s'arrêtent un instant sur cette actualité. Le site de TV5 Monde, lui, a choisi de publier cet article avec ce Bachar al-Assad qui est apparu en public dans un fief rebelle. Évidemment, c'est une image symbolique accompagnée de ces déclarations, de ces mots. Il veut reprendre tout le territoire. Alors on se dit, avec de telles déclarations, comment peut-on s'acheminer vers une trêve ? Le site internet de RFI, lui, évoque cette incertitude sur le respect de la trêve, notamment du côté des rebelles. Et puis cette trêve, en est-elle vraiment une ? Lorsqu'on lit cet article du Parisien, on peut se poser la question, puisqu'elle n'inclut pas toutes les factions armées présentes sur le terrain. Certaines ont déjà refusé de l'appliquer. En tout cas, cette actualité fait la une de beaucoup de médias. On en parle déjà depuis quelques jours de la Syrie. On en parle aussi dans les médias américains. Et le site Slate s'arrête un instant sur un article qui a retenu son attention, un article du New York Times. Alors, il faut savoir que ce journal américain voulait un petit peu éclaircir la situation en ce qui concerne la ville d'Alep, puisqu'on a vu il y a quelques jours un candidat à la présidentielle ne pas savoir ce qu'était Alep. C'est Gary Johnson, candidat libertarien. Alors, du côté du New York Times, on a voulu faire un article un petit peu didactique pour expliquer ce qu'était Alep. Alors, le problème, c'est que cet article était truffé d'erreurs qui ont été rectifiées au fur et à mesure. D'abord, on a présenté Alep comme la capitale de l'organisation État islamique, alors qu'il s'agit de Raqqa. Ensuite, on l'a présenté comme le bastion de l'organisation État islamique. Encore une fois, une erreur. On l'a présenté ensuite comme la capitale de la Syrie, avant finalement d'expliquer que c'était une ville dévastée par la guerre. Alors évidemment, ça a suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que le New York Times qui s'est pris les pieds dans le plat, comme le souligne cet internaute. Voici le visage de Christopher Hill, qui est un ancien ambassadeur américain en Irak, et lui aussi a fait d'Alep la capitale de l'organisation État islamique avant de tenter d'expliquer avec un peu d'humour que, évidemment, il voulait parler de Raqqa et que lui promettait de ne pas être candidat à la présidentielle. C'est pas mal. Tout de suite, cette autre grande actu ce soir, Karim, et on en a beaucoup parlé dans les journaux, dans le courant de la soirée, Hillary Clinton qui a eu une semaine très difficile. Une semaine très difficile. Certains, comme le Parisien, évoquent même une Hillary Clinton fragilisée à 2 mois de l'élection. Et c'est vrai que le week-end a été pourri. C'est le mot choisi par le site de France-TV.info qui revient sur différentes séquences plutôt malvenue pour la candidate démocrate. Elle a d'abord fustigé une partie de l'électorat de Donald Trump. La moitié des partisans de Trump, selon elle, sont racistes, sexistes, homophobes, xénophobes. Alors Donald Trump, évidemment, en a profité pour faire mine de prendre de la hauteur en expliquant que lui respectait tous les électeurs, même ceux qui ne votaient pas pour lui. Et puis il y a ces sondages qui sont de moins en moins bons au fur et à mesure des semaines, comme le souligne ce site internet. Et puis là, il y a ce malaise, ou en tout cas cette quinte de tout qui a forcé Hillary Clinton à interrompre un discours. Elle a finalement accepté d'expliquer qu'elle avait une pneumonie. En tout cas, ça a suffi pour relancer
et évidemment tout un tas d'hypothèses et des sites internet qui commencent à nous expliquer qu'il faut se poser des questions. Est-ce que ça met en péril la candidature d'Hillary Clinton? Alors certains considèrent qu'on en fait beaucoup trop sur la santé d'Hillary Clinton. C'est le cas de Tzipi Livni, femme politique israélienne, qui explique que cette hystérie médiatique autour de la santé d'Hillary Clinton, qui avait déjà commencé il y a quelques semaines, n'existerait pas s'il s'agissait d'un candidat et non pas d'une candidate. Certains évoquent même une posture misogyne des médias. Et puis même Wikileaks se laisse aller à des tweets douteux, puisque Wikileaks a tweeté un sondage en demandant aux internautes leur point de vue, leur avis sur les raisons qui ont provoqué ce malaise chez Hillary Clinton. Karim Yayaoui, un point sur les médias ce soir. Merci beaucoup. C'est la fin de notre débat ce soir sur France 24. L'information continue. On se retrouvera demain pour un tout nouveau débat demain soir.